Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a sur la table une liasse de documents qui brosse un portrait vraiment, vraiment étonnant de Montréal en ce début d'année 2026. Oui, c'est assez frappant. On ne parle pas de petites nouvelles isolées, mais de signaux forts qui montrent une ville en pleine ébullition, en pleine redéfinition. C'est exactement ça. C'est comme si on avait toutes les pièces d'un puzzle géant. Et notre but aujourd'hui, c'est de l'assembler, ce puzzle. Précisément. On va essayer de montrer les fils, disons, invisibles qui relient tout. Par exemple, comment un projet de transport dans l'Est peut directement influencer le coût d'un logement neuf. Ouh, ce que j'ai lu, comment l'instabilité politique chez nos voisins américains peut remplir les hôtels du centre-ville. Exactement. Et on va même voir comment des initiatives très humaines, comme un refuge pour animaux, sont des indicateurs tout aussi puissants de la santé d'une ville. J'ai hâte de voir ça. On va explorer ça sous quels angles? On va suivre trois grands courants. D'abord, la transformation physique de la ville, sa réinvention urbaine. Ensuite, on va regarder ce qui fait tourner la machine, les nouveaux moteurs économiques. Et le troisième? Et enfin, on plongera au niveau le plus humain, le renforcement du tissu social. C'est vraiment l'interaction de ces trois niveaux qui donne le pouls de la ville. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le plus visible, ce qui change la carte de la ville. Le béton, l'acier, les chantiers. Le premier dossier qui saute aux yeux, c'est évidemment le projet structurant de l'Est, le fameux PSE. Impossible de le manquer. Les chiffres sont vertigineux. On parle d'un tracé de 32 km, un budget qui oscille entre 10 et 13 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un tramway, ça. Non, c'est un projet de société pour tout un pan de la ville qui a longtemps été, disons, le parent pauvre du transport collectif. Absolument. Et pour comprendre son importance, il faut le voir comme la colonne vertébrale d'une vision beaucoup plus grande. Il ne sort pas de nulle part. Il s'ancre dans la vision métropolitaine 2050. Qui vise à corriger ce déséquilibre historique entre l'Ouest et l'Est. Exactement. L'Ouest suréquipé, l'Est sous-desservi. Donc ce n'est pas une ligne de plus, c'est un connecteur. Il se branche au prolongement de la ligne bleue, il se connecte à la ligne verte, et surtout il vient soulager la ligne orange qui est au bord de l'asphyxie. C'est le chaînon manquant du réseau en quelque sorte. Et je vois dans les notes que son annonce provoque déjà un effet domino. Ah oui, c'est immédiat. On liste une série de projets majeurs qui en dépendent. La modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la réfection de la rue Notre-Dame, Puis qui, enfin, peut être planifié en synergie avec le tramway. et même des projets d'écoquartiers comme Louvain-Est. Pour Louvain-Est, c'est un cas d'école. La viabilité de l'écoquartier, elle repose sur la promesse du PSE pour justifier une réduction drastique des ratios de stationnement. Sans le PSE, le projet est beaucoup moins éco, tu sais. D'accord, je vois. Mais le lien le plus stratégique, le plus crucial, c'est celui avec la zone d'innovation 40 net zéro. Expliquez-nous ça. 40 net zéro, c'est ce projet ambitieux de pôle d'économie verte. C'est bien plus que ça. C'est un territoire immense, plus de 10 millions de pieds carrés, qui doit devenir la vitrine mondiale du Québec en matière de décarbonation industrielle. Et le PSE là-dedans? Le PSE, dans ce contexte, il ne transporte pas juste des passagers, il transporte une économie. Il connecte le savoir, les talents aux lieux de production. D'accord. Mais concrètement, pourquoi est-ce si vital? On pourrait se dire que des navettes d'entreprise feraient l'affaire, non? Parce que l'objectif, c'est d'attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs du monde. Ces talents-là ne veulent plus passer 1 heure dans le trafic. C'est une question de qualité de vie. Et de cohérence. On ne peut pas prétendre construire le pôle de l'économie net zéro si les 20 000 futurs travailleurs qui y convergeront le font dans des voitures à essence. Ce serait un échec conceptuel total. C'est un argument puissant. Le PSE, c'est la preuve que le projet est sérieux. C'est ce qui débloque les 3,5 milliards de dollars d'investissement privé et la création de 22 000 emplois à haute valeur ajoutée. Mais ces grands réseaux comme le PSE ou le REM, ça ne règle pas tout. Le transport, ça reste la deuxième plus grande dépense des ménages. C'est le point central. Le vrai défi, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, le trajet entre la maison et la grande station. Et quelle est la solution qui est explorée dans les documents? C'est une synergie fascinante entre deux mondes qui semblaient s'opposer, le transport en commun lourd et la voiture individuelle. D'un côté, on a des milliards d'investissements publics, Et de l'autre? de l'autre, on voit une révolution arriver dans l'automobile, notamment avec l'arrivée potentielle de manufacturiers chinois comme BYD ou NIO. Leurs véhicules électriques sont environ 30% moins chers. Et le document suggère même que le Québec, avec son hydroélectricité, serait un candidat parfait pour accueillir une de leurs usines.
C'est une possibilité stratégique, oui. Mais là où ça devient révolutionnaire, c'est quand on combine ces voitures électriques abordables avec la technologie autonome. Les fameux robotaxis. Exactement. Imaginez des flottes de petits véhicules autonomes qui ne font que des navettes entre les quartiers résidentiels et les stations du PSE ou du REM. Et le coût par trajet devient dérisoire. Exactement, parce qu'il n'y a plus de salaire de chauffeur à payer. C'est ça. Et l'impact de ça, c'est pas juste sur le portefeuille, c'est sur la forme même de la ville. Radicalement. Si une famille n'a plus besoin d'une deuxième voiture, les promoteurs peuvent complètement revoir leur plan. Fini les immenses stationnements souterrains. Et une place de stationnement souterrain, ça coûte une fortune. Entre 40 000 et 60 000 dollars à construire, fait que si on l'élimine, Bon, on comprend tout de suite comment ça peut faire baisser le prix des logements neufs. C'est une connexion directe entre transport et crise du logement. Fascinant. Bon, cette idée de robot-taxi, c'est génial pour le citoyen, mais pour que l'économie tourne, il faut des moteurs plus traditionnels. Et là, le document nous ramène à un nom que tout le monde connaît, Bombardier. exactement. Si le PSE redessine l'Est, Bombardier, lui, est en train de redessiner une partie de l'Ouest. L'entreprise est en pleine restructuration immobilière et stratégique. Avec la nouvelle usine ultramoderne à Dorval, c'est ça, hein? Oui, un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars, un centre de 770 000 pieds carrés. Ça consolide près de 2500 emplois très spécialisés tout près de l'aéroport. C'est une bonne nouvelle économique. Mais en quoi est-ce un projet urbain? Parce que ce déménagement libère une denrée qui n'existe pratiquement plus à Montréal. D'immenses terrains industriels stratégiquement placés. On parle des terrains historiques de l'ancienne usine Canadair à Saint-Laurent. Une page blanche, en plein milieu de la ville. Une occasion de requalification urbaine comme on en voit une par décennie. C'est une opportunité de repenser un quartier entier à l'ouest, en parallèle du redéveloppement de l'est. C'est comme si toute la carte de la ville était en train d'être brassée en même temps. Et la stratégie de Bombardier elle-même évolue. Ce n'est plus seulement les jets d'affaires. Non, c'est un virage très net vers le secteur de la défense. C'est un autre pilier de l'économie montréalaise. Le fédéral vient de confirmer un contrat de 753 millions pour 6 avions Global 6500 modifiés. Pour des missions de surveillance. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, si je comprends bien. C'est un écosystème complet. Pensez à CAE, le leader mondial des simulateurs de vol, qui vient de gagner un méga-contrat pour former tous les pilotes de l'armée de l'air pour les 25 prochaines années, Et il y a L3 Harris aussi à Mirabel. qui se positionne pour faire la maintenance des futurs F-35. Tout ça crée une chaîne de valeur et d'emplois hautement qualifiés qui ancre l'économie de la métropole. D'accord. Aéronautique, défense, ce sont des moteurs puissants. Mais le document pointe vers un autre moteur, plus discret, dont les chiffres m'ont surprise, le Palais des Congrès. Ah oui, les chiffres sont impressionnants. On lit que les retombées économiques ont bondi de 43 millions en 2025 pour atteindre 438 millions de dollars. C'est énorme. Et c'est d'autant plus impressionnant que ça s'est fait sans nécessairement augmenter le volume d'événements. C'est le résultat d'une stratégie très ciblée, viser la valeur, pas le volume. Tige dans les secteurs où Montréal excelle. L'intelligence artificielle avec AIRL en 2025, les sciences de la vie. Les délégués ne viennent pas juste pour visiter? Non, ils viennent pour interagir avec nos écosystèmes. Ils veulent rencontrer les chercheurs de Mila, visiter les startups. Le congrès devient un prétexte pour faire des affaires, pour recruter, pour investir. Attendez, là il y a un point dans les notes qui semble complètement contre-intuitif. On lit que l'instabilité politique aux États-Unis serait une bonne nouvelle pour Montréal. Comment c'est possible? C'est un phénomène que les organisateurs appellent l'effet vase communicant. Et c'est un facteur qui a pris tout le monde par surprise. Mais de quoi ils ont peur, les organisateurs américains? Ils craignent deux choses. D'abord, des restrictions de voyage qui pourraient empêcher leurs délégués internationaux de venir, selon le climat politique du moment. Et ensuite, ils craignent le climat social très polarisé. Je vois. Imaginez une association de médecins qui voit choisir entre la Floride ou le Texas avec les lois très controversées. Ça peut devenir un cauchemar d'image, alors ils cherchent une zone neutre. Et Montréal devient cette zone neutre. Précisément, proche, accessible, sécuritaire et perçue comme stable et accueillante. Les documents citent des exemples concrets pour 2026. L'American Society of Retina Specialists, l'American Society of Human Genetics. Ce sont des milliers de délégués qui choisissent Montréal plutôt que Boston ou Chicago, directement à cause de ça. C'est un avantage concurrentiel complètement inattendu. C'est incroyable. On a donc des milliards qui pleuvent sur les infrastructures, des industries de pointe, mais la question qui tue, c'est qu'est-ce que ça change pour les gens dans leur quartier ou quotidien? C'est le point crucial. Est-ce que cette richesse d'en haut irrigue vraiment le terrain?
Et on a des pistes de réponse. Le budget 2026 de la ville donne quelques indices. On y voit un rééquilibrage assez net des investissements vers les arrondissements du Sud-Ouest qui ont été longtemps sous-financés. On parle de plus de 120 millions de dollars. Et ce n'est pas de l'argent abstrait. À la Chine, 32 millions pour le futur écoquartier. À La Salle, 15 millions pour le centre sportif. À Verdun, 12 millions pour le parc Arthur-Terrien. Et surtout, dans le Sud-Ouest, 18 millions qui sont enfin débloqués pour le parc Mary Griffin à Griffintown. Un projet attendu depuis des années par les résidents d'un quartier qui a poussé à une vitesse folle. C'est une réponse directe à un besoin criant exprimé par la communauté. Ça montre qu'on essaye de rattraper le retard entre le développement immobilier et la qualité de vie. Mais au-delà du béton, le document met en lumière une initiative sociale que j'ai trouvée fascinante. À l'île des Sœurs, les petits mentors. Ah oui, c'est remarquable. Le concept est simple, des ados qui supervisent des enfants plus jeunes. Mais c'est le chiffre sur le retour sur investissement qui est fou. C'est un chiffre qui devrait être affiché partout. Chaque dollar investi dans ce programme génère 23 dollars en bénéfices pour la société. On parle de prévention, de bien-être mental, de réussite scolaire. C'est un modèle de transfert de compétences extraordinairement efficace. Et l'impact est mesurable. 98% des jeunes mentors rapportent avoir plus confiance en eux pour prendre des décisions. C'est énorme. C'est énorme. Et le lieu où ça se passe, le Centre Elgar, c'est aussi un microcosme de la nouvelle réalité montréalaise. On y offre des activités en bulgare, portugais, russe, arabe. C'est un outil d'intégration silencieux mais puissant pour les familles nouvellement arrivées. C'est là que le tissu social se tisse, vraiment. Ce souci du social, on le retrouve à un endroit totalement inattendu, Sam. La gestion des animaux. Oui, et c'est un exemple parfait de la façon dont tous les enjeux sont connectés. La ville a ouvert un nouveau centre de services animaliers sur pied X, géré par ProAnima. Une réponse à une crise, j'imagine. Les abandons ont augmenté de 26% en 2025. C'est tragique. Oui, mais ce n'est plus du tout une fourrière. Il faut complètement changer notre vision de ce que c'est. C'est devenu un centre de ressources sociales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il offre des programmes d'hébergement temporaire, par exemple pour les animaux de personnes qui doivent être hospitalisés ou, et c'est très important, pour les animaux de victimes de violences conjugales. Ça peut lever un obstacle majeur pour quelqu'un qui veut fuir une situation dangereuse. Exactement. Et ça va même plus loin, le centre intervient directement dans la crise du logement. Comment ça ? Beaucoup de familles sont forcées d'abandonner leur animal à cause des baux sans animaux. Le centre ne se contente pas de prendre l'animal. Il a une équipe qui conseille les familles, qui les aide dans leurs recherches, qui négocie avec les propriétaires. Ce qui était un service animalier est devenu un intervenant de première ligne dans les grandes crises sociales. Finalement, quand on met tous ces morceaux ensemble, l'image qui se dégage, c'est celle d'une ville où tout se tient vraiment. C'est ça. On tire un fil, comme le transport dans l'Est, et c'est un impact sur l'abordabilité du logement. L'attractivité de nos universités ramène des congrès qui étaient prévus à Chicago. Et la crise du logement se manifeste par une augmentation des abandons d'animaux. C'est une machine complexe. C'est la grande leçon. On a d'un côté des décisions top-down, des investissements massifs comme le PSE, et de l'autre, des innovations sociales qui émergent bottom-up, de la base, comme les petits mentors. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite. Une question fondamentale. Dans cette transformation à très grande échelle, comment on s'assure que les bénéfices des méga-projets irriguent réellement le tissu social ? Comment faire en sorte que les innovations humaines, celles qui génèrent un retour de 23 pour 1, ne soient pas écrasées par le béton et l'acier ? Au fond, quand une ville est en pleine métamorphose comme Montréal, quelle est la véritable mesure de son succès ?